Là, je les vois, là. C'est par là. Oh, c'est dingue. Ils sont juste devant moi, là, les dauphins. C'est dingue. Et je viens d'arriver dans le Connemara. Je marche depuis tout à l'heure et ils sont juste à côté de moi. C'est hallucinant comme début de voyage. Wouhou! Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous accueillir en Irlande pour vos nouvelles échappées belles. Alors je ne sais pas vous, mais moi ce pays il me fait rêver depuis longtemps et je voulais absolument commencer ce voyage par les falaises de Moher que vous voyez là. On dit que c'est un des lieux qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Aujourd'hui ensemble on va arpenter la côte ouest de l'Irlande et on va passer par des lieux au nom absolument mythique, la ville de Galway ou encore l'iconique Connemara. Pour vous faire une petite confidence, quand j'étais enfant, mon grand-père, qui n'a jamais pris l'avion, m'avait dit un jour qu'il rêvait de voyager en Irlande. Et depuis toutes ces années, j'ai fantasmé un pays avec des grands espaces verdoyants, des falaises vertigineuses et l'océan. Alors autant vous dire que je ne suis absolument pas déçu. Et du coup, je me pose une question. Comment est-ce que la nature gigantesque de l'Irlande influence la vie des gens, les rapports qu'ils entretiennent les uns avec les autres, les traditions, mais aussi leur caractère, leur mentalité? Eh bien, pour le savoir, je vais vite aller rejoindre une troupe de jeunes danseurs. Ils ont décidé de pratiquer leur art dans ces grands espaces et vous allez voir que ce qu'ils font est complètement dingue, comme tout ce qui m'attend sur mon chemin. Alors, parez pour l'aventure les amis, c'est parti! Après un bon petit déjeuner, Alors vous avez des saucisses, des œufs, du bacon, du boudin noir, du boudin blanc et puis un peu de légumes. Ismaël Khalifa part à l'aventure. C'est la vraie Irlande! L'Irlande et ses paysages, Les paysages du Connemara quand même, c'est très impressionnant je trouve. On s'attend à voir surgir un animal médiéval de n'importe où. son histoire, Et voici Kyle Morabeil. Donc ici, on est dans l'ancienne salle de dîner et de déjeuner de la famille Guinness. Ce qui rend notre jardin unique en Irlande, c'est qu'on n'utilise que d'anciennes variétés de plantes. J'avais jamais vu des carottes aussi énormes. et sa météo. Le temps change vite ici hors là, hein. Et quand il pleut, ça rigole pas. Alors je pense que nous allons faire comme la plupart des Français lorsqu'il pleut trop, se réfugier au pub. Ouais, super idée. Notre réputation n'est plus à faire. On s'ennuie rarement quand on rencontre des Irlandais. Jouer et se salir dans la boue, tu sais, c'est vraiment aller à l'encontre de nos traditions et de notre histoire. Personnellement, je ne le ferai pas, mais j'adore regarder. Bref, bienvenue en Irlande. Ah, salut! Super. Well done, guys. Bien joué, les gars! Thank you very much. Ça fait tellement plaisir de te voir! Mais oui, pour moi aussi. Tu es arrivé sain et sauf? Ah oui, ouais, j'ai fait une belle balade là, c'est absolument magnifique. C'est magnifique, hein? Vraiment, vraiment, c'est super. Yeah. Salut Dara, salut Ronan. Salut! Bien, je vais te présenter. Avec plaisir. Ils ont hâte de te rencontrer. Je leur ai beaucoup parlé de toi. Salut les garçons. C'est Dara, mon fils, et son ami Hello. Ronan. Bravo pour ce que vous faites, c'est hallucinant, vraiment. Thank you so much. Merci beaucoup. Yeah,
C'est vraiment très spécial comme moment. Tu sais, on aime tellement la danse irlandaise tous les deux, et pouvoir le partager avec le monde, c'est vraiment génial pour nous. Et toi, Chris, tu fais une vidéo pour les réseaux sociaux, là, c'est ça? Oui, les gars sont vraiment connus sur TikTok. Donc on a choisi une belle journée pour venir ici avec ce beau panorama. On te montre ce qu'on fait? Tu veux regarder la vidéo? Les gars, vous voulez la voir? Ouais, carrément. Pour voir si c'est la bonne. Vous avez été très bons. Regarde, moi j'aime beaucoup l'ombre. C'est bien, on dirait presque que l'ombre, c'est une autre personne qui danse. Ah ouais, c'est magnifique. Ronan, t'aimes bien? Oui, c'est vraiment bien. Le soleil est superbe. Et les danseurs sont pas mal, hein. Ouais, pas si mal. C'est prometteur, oui. Ils seront bons un jour. Ils seront bons un jour. Avec beaucoup de pratique. Et combien vous avez de followers sur les réseaux alors? On a 2,5 millions de followers sur TikTok. Waouh. On a eu 2-3 grosses vidéos durant l'année que beaucoup de personnes ont vues. On a gagné tellement de followers avec ces vidéos et ça a été complètement incroyable depuis. C'est fou cette histoire. Et tout a commencé avec le Covid, n'est-ce pas? Vous savez, toutes nos compétitions étaient annulées et on n'avait rien d'autre à faire. Alors on s'est dit qu'on voulait continuer la danse, être un peu plus créatif, en mode TikTok, en alliant paysages somptueux et musique moderne. Et Chris, je crois que toi aussi, tu es un grand nom dans la musique irlandaise et puis dans les spectacles autour de la culture irlandaise. Oui, j'ai commencé à faire de la musique quand j'ai reçu une guitare du Père Noël. J'étais tout petit. Puis quand j'ai épousé ma femme, Maureen, c'était une violoniste célèbre, nous avons eu le plaisir de former un groupe appelé Drill Time, qui était très connu aux États-Unis. Puis en 1996, Riverdance s'est créé et donc on a passé environ 8-9 ans à faire la tournée avec eux. D'ailleurs, mon fils a fait la tournée Riverdance avec nous pendant les 3 premières années de sa vie, à travers toute l'Europe, le Japon, la Malaisie. Mais évidemment, il fallait qu'il aille à l'école. C'est là qu'on s'est dit qu'il fallait créer notre propre show à Galway, parce qu'on voulait rester à la maison. On a donc formé Trail of the Prom. Allez Ismaël, faut que t'essayes. Allez, let's go les gars. Viens juste ici, au milieu, là. Voilà, c'est bien. Je vous ai vu rigoler, madame. C'était un rire d'encouragement. Ah ouais, d'accord, c'est sympa, merci. Thank you very much. Ok. Alors, ce qu'on va te montrer, ce sont les pas les plus basiques de la danse irlandaise. Ça m'arrange. Avec un peu de chance, tu vas y arriver. Ok, on va essayer. Donc on va lever notre jambe gauche en arrière et on repose le pied derrière. Ok. Yes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maintenant tu comprends. Excellent. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. So I'm ready for Riverdance. Oui, tu es prêt à postuler maintenant. Et maintenant, tu vas devoir apprendre à faire ça. Ok, goodbye. Je dois dire que c'était fantastique. Merci. Ces garçons dansent depuis 17 ans. Toi, en 7 minutes, tu as tout compris. Alors, tous mes compliments. Merci beaucoup. C'est vrai que je suis meilleur qu'eux en 7 minutes, ça m'impressionne moi-même. Alors, on commence notre tournée mondiale bientôt? Ismaël, si tu es d'accord, on va aller à Galway maintenant. D'accord. Maureen, ma femme, nous attend là-bas. Elle a vraiment hâte de te rencontrer. Eh bien allez, je te suis Chris. Merci beaucoup les garçons. Thank you very much. C'était génial de vous rencontrer, vraiment. Vraiment. Let's go. À plus Dara, à plus Ronan. Bye bye. Viens Ismaël, ma moto est garée là-bas. La Wild Atlantic Way. La route à ne pas manquer pour profiter des beautés brutes et sauvages d'Irlande. S'étirant sur plus de 2500 km sur la bande ouest du pays, la plus longue route côtière d'Europe façonne et forge au quotidien le caractère des Irlandais qui y vivent, comme Easy et Rachel. Prêt? C'est parti! Tous les week-ends, les deux amis se retrouvent pour une balade sportive sur la route principale qui longe l'océan et ses petits chemins de traverse. Sur cette route, tu peux vraiment sortir des sentiers battus. C'est ça la Wild Atlantic Way. Et il y a plus de moutons que de gens qui se baladent. Donc on a de la place pour rouler. Si pour elle, le vélo reste le meilleur moyen de brûler des calories, il permet surtout d'être à la bonne hauteur pour en prendre plein les yeux.
Même lorsque le temps n'est pas ensoleillé, les couleurs sont vraiment éclatantes. On a toute la gamme des verts, les oiseaux s'envolent. En fait, je crois qu'il n'y a rien de plus beau ailleurs dans le monde. L'avantage avec la Wild Atlantic Way, c'est qu'après l'effort, il y a toujours une récompense à la clé. Avant de faire demi-tour, Ezzy et Rachel font une pause bien méritée près d'un lieu chargé d'histoire. Maintenant, on arrive à Downpatrick Head. Et là, on est devant Dunbrist, ce qui signifie la forteresse cassée. Mythe ou légende? Ici, on raconte que Saint Patrick, venu évangéliser les Celtes au 5e siècle, s'est manifesté sur cette falaise d'une manière plutôt étonnante. La légende dit que quand Saint Patrick est venu ici, plusieurs druides ont dit qu'il ne voulait pas se convertir au christianisme. Alors il a pris son bâton, a frappé fort et ils se sont retrouvés affamés sur la forteresse cassée. Ils sont peut-être au paradis maintenant. Ils sont sûrement au paradis, oui. Mais c'est plus probablement l'érosion qui a creusé les 235 mètres qui séparent cette falaise vertigineuse du reste de l'île. Pas besoin d'être un grand sportif pour profiter de cette nature sauvage. Et si le paradis était terrestre, pour Kevin, aucun doute, il serait à l'image de la Wild Atlantic Way. C'est très sauvage dans ce coin. On roule le long de la mer, c'est magnifique. Ce peintre en bâtiment à la retraite a dépensé une bonne partie de ses économies dans cette voiture de collection anglaise. Son bien le plus précieux, qu'il n'utilise qu'en de rares occasions. Cette voiture date des années 60. C'est une Wolseley 1550. Une voiture très rare. Il n'y en a que 2 comme ça en Irlande. Seul un jour très ensoleillé ou un événement exceptionnel peuvent le convaincre de sortir son bijou du garage. Ça tombe bien, il fait beau et un heureux événement se prépare au village. Une amie de ma fille se marie demain. Donc je vais faire le chauffeur. Pour ce moment unique, Kevin tient à s'assurer que la voiture roulera bien et profite de la sortie pour faire un petit repérage. Demain, je vais les conduire sur cette route côtière et on va faire des photos parce que c'est un endroit vraiment superbe. Voilà où on va s'arrêter demain. On est pile au cœur de la Wild Atlantic Way. Regardez ce paysage devant nous. C'est le point le plus proche des États-Unis d'Amérique. Avec un peu de chance, la journée de demain sera aussi ensoleillée qu'aujourd'hui. La Wild Atlantic Way exerce un vrai pouvoir d'attraction sur tous les Irlandais, et une petite communauté en particulier. Celle des surfeurs qui passent de spot en spot avec leur van aménagé, pour le plus grand plaisir des promeneurs de passage. Personnellement, je ne le ferai pas, mais j'adore regarder. Moi non plus. C'est pas pour moi. Installé depuis plus de 15 ans en Irlande, François est un habitué de cette route. Dès qu'il le peut et que le vent souffle fort, il quitte la capitale, Dublin, pour rejoindre sa famille de passionnés sur la côte ouest. Je suis pas superstitieux, mais la première chose que je fais, c'est que je viens voir la plage. C'est mon porte-chance. Je dis bonjour, je dis c'est quoi les conditions. Aujourd'hui, François décide d'aller surfer sur une Kill Beach, une plage où les conditions sont idéales pour essayer sa toute dernière planche. Ça s'appelle la wing foil. C'est génial. On plane au-dessus des vagues, on a ça dans les mains
On est à quelques centimètres au-dessus de l'eau, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de bruit. Et c'est parti mon kiki. Hihi. Fascinante et envoûtante, la côte ouest, la Wild Atlantic Way, est un espace à part où l'esprit de liberté et l'âme profonde de l'Irlande se réunissent. Bienvenue dans ma ville. Waouh, c'est beau. C'est bon. Arrivé. Et voilà. C'est la côte claire là-bas. C'est là où on était en bas de la falaise, juste en face. Donc on a fait tout le tour de la route atlantique sauvage. Oh, mais quelle chance, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors cette petite promenade là, ça fait quand même un atterrissage sur la ville qui est très agréable. Ici c'est la promenade des Irlandais, not promenade des Anglais. Ah oui, c'est pas comme à Nice. C'est notre promenade à nous, ici à Galway. Ah, j'adore. Et il y a des gens qui se baignent là. À partir de 6 heures, les gens viennent ici avant d'aller au travail. Ça relaxe et ça donne de l'énergie pour la journée. C'est très bon, je le recommande vivement. Et te voici à Galway. Maintenant, on doit donner un coup de pied dans le mur de roche noire. C'est une vieille coutume. La coutume dit que quand tu tapes du pied ce mur, ça t'apporte de la chance pour le reste de ta vie. Donc tu verras beaucoup de gens s'approcher et donner un coup de pied. Ah, ok. Tu vois les empreintes de pas ici. Et comme ça s'accompagne de bons sentiments, depuis quelques années, ils te proposent de donner de l'argent à une œuvre de charité. Donc tu vois, ce mois-ci, c'est dédié à la lutte contre le cancer. Et dans 2 mois, ce sera peut-être pour les SDF. Donc si tu as un peu d'argent, de monnaie, tu le mets juste là-dedans et ça va à des bonnes œuvres. Donc il faut mettre un petit coup de pied comme ça? Comme ça, c'est bon. Et demain, après la nage? Comme ça. Ah oui, c'est ça. Energy. Très bien. J'ai un petit peu de monnaie, je vais mettre ce que j'ai. Alors Ismaël, maintenant que nous sommes en ville, je veux te présenter quelqu'un de très spécial pour moi. Maureen, mon épouse. Ah ok. Maureen? Comment ça va? Et toi? Bonjour Maureen. Ravie de te rencontrer. Comment ça va? Je vais très bien, très heureux de te rencontrer. Merci beaucoup. Et on ne pouvait pas se rencontrer ailleurs que dans un pub. Hein. Tout à fait. C'est sympa de se voir ici. C'est un lieu très chouette. Ça s'appelle le Front Door. Il y a plein de bonnes adresses à Galway. Mais Maureen, je trouve que tu es très sage par rapport à la table d'à côté. Hein. C'est un peu trop tôt dans la journée pour boire de la Guinness. Pour moi en tout cas. Alors je m'en tiens au café pour l'instant. Ismaël, j'aimerais te montrer Galway. Faire un tour pour te faire découvrir tous les différents quartiers de notre belle cité médiévale. Je dois y aller. Je vais rejoindre nos musiciens et quelques danseurs. On va répéter de nouveaux morceaux et de nouvelles danses. Mais j'adorerais que tu nous retrouves un peu plus tard, vers Monrose. Mais pour le moment, le devoir m'appelle. Ah ouais, avec grand plaisir. Je te rends ton casque alors, Chris. Merci. C'était top en moto. Hein. Après vous. Je suis vraiment étonné par toutes les façades colorées qu'on croise dans les rues d'ici. Comment tu expliques ça, toi, Maureen, que les gens ici peignent leur maison? Comme tu peux le voir, les façades sont effectivement très colorées. Je trouve que ça ajoute de la vitalité à la ville. La ville est connue pour son style de vie bohème et est connue pour sa musique, sa danse, sa culture, son art. Tout type d'art. Et je trouve que ça se reflète dans les façades des immeubles de ce quartier.
Depuis que je suis arrivé dans les petites rues, on est empli par la musique ici. Il y a une énergie vraiment très spéciale, quoi. Je suppose que c'est la grande énergie de la rue. Même en journée avec les passants, il y a les musiciens de rue, il y a des musiques différentes à chaque coin de rue. Et quand les magasins ferment, il y a encore plus de musiciens qui viennent jouer, qui sont tous de merveilleux chanteurs. Notre musicien de rue le plus célèbre, qui est venu à Galway il y a plusieurs années lorsqu'il avait 14 ans, est Ed Sheeran. Il y a une fantastique photo de lui où il joue devant le Treasure Chest, qui est un bel immeuble un peu plus haut sur William Street. Ah oui, mais Ed Sheeran, c'est une star internationale. C'est fou de se dire qu'il a commencé comme ça dans la rue, ici, quoi. Donc c'est ici que Ed Sheeran est venu jouer lorsqu'il était adolescent, juste devant ce mur. Je vais te montrer une photo spéciale qui montre Ed Sheeran à 14 ans en train de se produire dans la rue, juste ici. Donc je pense que c'est de là que vient son inspiration et le début de sa gloire. Ici, nous sommes le long de la Salmon River, comme le saumon. Tu sais, Maureen, depuis que je suis arrivée ici, j'arrête pas de penser à une chanson française qui s'appelle Les Lacs du Connemara. C'est une chanson de Michel Sardou. Et elle parle du Connemara, de Galway. Alors voilà, j'ai l'impression de voir en vrai ce que raconte cette chanson. Alors j'ai hâte de l'écouter car le Connemara est vraiment une incroyable partie du comté de Galway. Je regarderai sur Internet. On pourrait ensuite la chanter ensemble. C'est vraiment un tube en France, hein, tu vas voir. Ismaël, on vient d'arriver ici à la cathédrale de Galway. Et à l'origine, la prison de Galway était dans le quartier. Ce pont a été construit sur la Salmon River pour emmener les détenus au palais de justice. La cathédrale fut construite en 1957. On en est très fiers. Il y a une acoustique incroyable dedans. Plutôt impressionnant, n'est-ce pas? Ah oui, vraiment. Très belle. Avec les vitraux colorés et bien sûr le dôme et les changements de lumière durant la journée avec le soleil. C'est très différent des cathédrales dont on a l'habitude en France, par exemple. Tu vois, c'est pas du tout la même architecture, c'est beaucoup plus humble, beaucoup plus simple. La construction a duré 8 ans. Et là, c'est le marbre de Connemara. Tu peux voir toutes ces magnifiques couleurs. C'est aussi probablement les plus beaux vitraux de l'ouest de l'Irlande, si ce n'est les plus beaux d'Irlande. Et ils attirent beaucoup de visiteurs à la cathédrale de Galway, juste pour les voir. Et avec cette architecture, alors, c'est bon pour l'acoustique? Tout à fait, oui. Il y a une acoustique incroyable ici. Tu n'as vraiment pas besoin d'un micro ou d'amplificateur. Tu peux jouer en acoustique et le son est fabuleux. Salut tout le monde, vous allez bien? Vous êtes bien là pour le food tour? Super, en route vers notre première étape. Plusieurs fois par semaine, Sheena propose des balades gourmandes à Galway. Une manière efficace et originale de partager ses bons plans et faire découvrir sa ville natale en quelques heures.
Avec le boom économique des années 90 et l'émergence des vols à bas prix, les Irlandais ont découvert d'autres cultures gastronomiques. Et aujourd'hui, ils commencent à s'intéresser de plus en plus à leur propre terroir et redécouvrir leurs spécialités locales. Donc on va aller dans une boulangerie qui est ouverte que depuis 3 ans. Et c'est là où on va goûter des cinnamon buns. Donc c'est des gâteaux avec de la cannelle dedans. C'est mes préférés personnellement, donc j'aime énormément. So folks. Alors les amis, on va peut-être boire un peu d'alcool, ok? Donc je veux être sûre que vous ayez une bonne base. Je ne vais pas vous porter sur mon dos. Je prends le plus gros. Alors, vous en pensez quoi, les amis? Une belle texture et c'est très tendre aussi. Very nice. On va juste manger en marchant vers notre prochain arrêt, ok? Après cette petite mise en bouche sucrée, place au salé et aux saveurs iodées de la côte ouest, dans un restaurant ouvert récemment à Galway. Une adresse où l'on ne travaille que des aliments produits localement. Ici, on essaye de toucher à tous les aspects de nos traditions culinaires. On finit par quelque chose de plus gastronomique en goûtant du sèche de Connemara avec un peu de miso fait maison. Tout est élaboré à peu près à 10 km des alentours et très très fin et très très goûteux. Really good. Really nice. Après 2h30 de balade, Sheena quitte son groupe, mais n'a pas terminé sa journée. Elle enfourche sa bicyclette et part à la rencontre de producteurs de la région, chez qui elle aimerait accompagner d'autres groupes dans l'avenir. Elle a rendez-vous sur la côte chez Sinead, qui possède une ferme d'algues dans le Connemara. Voici les algues qu'on utilise pour nourrir les ormeaux. Donc ça pourrait être intéressant pour tes visiteurs de les voir. Oui, et on peut les manger? Oui, tu peux. Oh là là, c'est tellement frais. Comme la mer, oui. Et je suppose qu'elle reste sous l'eau tout le temps. Oui, c'est ça. C'est assez coriace. Tu vois comme c'est dur? Et quand tu les cuisines doucement, elles ont tendance à devenir plus tendres. C'est grâce à la qualité exceptionnelle de l'eau sur cette côte que Sinead a pu développer cette production d'algues qui était autrefois ramassée directement sur le rivage. On devrait aller dehors pour que je te montre d'autres algues. Oui, bien sûr. Comme ça, vous pourrez voir comment les algues sont dans leur habitat naturel. Et puis, vous pourrez respirer le bon air marin. Oui, c'est vraiment vivifiant. Celle-là s'appelle le Fucus spiralis. Si tu veux tester ces petites baies, elles sont plutôt sympas. Un peu comme les poivrons de mer. C'est délicieux. Et tu peux les toaster ou faire frire pour une salade, ou juste les manger avec ta bière. Tu vois, comme des snacks salés de la mer. C'est bien meilleur pour la santé que les cacahuètes. Oui, bien plus. Hein. Oui, cet endroit serait parfait. Oui, il y a de quoi faire. Et puis tu as une vue superbe et tous les ingrédients sont à portée de main. À l'intérieur de la ferme, un autre visiteur. Le chef J.P. McMahon s'intéresse lui aussi aux petits protégés de Sinead. Salut J.P. Salut Sinead, comment vas-tu? Ça va bien, merci, et toi? Je fais mon marché d'ormeaux. Ce qu'il recherche, ce sont des ormeaux. Un mollusque rare et cher, très peu consommé par les Irlandais. Maintenant, il faudrait qu'on apprenne aux Irlandais à les connaître, et même à les goûter. JP fait partie des chefs qui adorent fouiller dans les terroirs irlandais à la recherche de nouvelles pépites comme ces ormeaux. De retour à Agnard, son restaurant de Galway, il se lance dans une création qu'il rajoutera ce soir à la carte. Voilà nos ormeaux. Ça ressemble beaucoup à des escargots. On peut les préparer de deux façons. On peut les faire frire ou bien les préparer comme un sashimi en tranches très fines. Ça fait 10 ans qu'on cuisine à Agnard en cherchant de nouveaux ingrédients, en découvrant de vieux ingrédients. Pour moi, c'est un processus de redécouverte. Comme JP, dont le travail a été récompensé par une étoile au Michelin, une nouvelle génération de chefs est en train de révolutionner la gastronomie de la côte ouest irlandaise.
C'est très bon, surtout parce que c'est un ormeau irlandais. Ah oui, d'accord. Et ben, je pensais être tout seul, il fait très froid, il y a du vent et en fait il y a plein de monde. C'est complètement fou. Bonjour, comment allez-vous? Vous allez nager un peu? Je vais essayer. Vous êtes complètement fou de faire ça, il fait froid, il y a du vent, c'est dingue. C'est pour ça que moi, je ne fais que promener le chien. Allez, saute! Elle est bonne, 14 degrés. Bravo. Ça réveille? Vous avez raison. C'est pas facile. It's not so easy. No, no, no. Mais c'est très bon, hein. Franchement. Vous vous sentez vivant? En tout cas, vous avez survécu. Good luck. Thank you, thank you. Hello Maureen. Bonjour, comment ça va? Je connais cette air de musique. Oui, je suis allée voir sur le net. Je pense que je le tiens presque maintenant. Tu vas devoir le chanter avec moi. Ah, tu veux que je chante les lacs du Connemara là? Absolument. Génial, écoute, pourquoi pas, c'est plein de surprises avec toi. Tu peux chanter et moi je joue? Je suis un peu timide, mais je vais essayer. One, two. D'air brûlé au vent des landes de pierre, au bord des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. Là, regarde, on passe sous la Spanish Arch. C'est un site emblématique de Galway. C'était une porte ouverte au commerce international. De nombreux bateaux accostaient dans ce port, qui était le 3e plus grand d'Europe. Et ici, où nous sommes, c'était un incroyable marché aux poissons. Très célèbre marché au XVIIe siècle. Ça prenait toute la place. Alors, qu'est-ce qu'on mange ici? Tu as toute une variété de poissons. Bonjour. Bonjour. Quels sont les poissons vraiment typiques de Galway? Tu peux trouver du saumon, du merlan, du maquereau, du cabillaud, tout frais en direct de la criée du matin. Waouh, c'est cool. La poissonnerie McDonagh est clairement une institution, fondée ici en 1902 et présente depuis 4 générations. Merci de m'amener là. Je pense que le cabillaud frites est le plus typique. Le cabillaud frites est une valeur sûre. C'est très savoureux, tu vas adorer. Ok. Ok, let's go for cod and chips. Et voici pour vous. J'ai intérêt à l'aimer maintenant. 2 verres d'eau, s'il vous plaît. Pas de problème. Voilà, c'est fondant. C'est tout simple, mais j'adore ce moment. Tout passe par l'émotion, je trouve, ici. Tu vois, ce matin, quand je me suis baigné dans cette eau très froide, je regardais autour de moi et j'avais l'impression d'être... je ne pouvais pas être ailleurs dans le monde qu'à Galway et vivre ça.
Galway est une ville pleine de vie et je pense que toute l'atmosphère autour de Galway est typique et pleine de vitalité. Et je suppose que la nature sauvage de l'Ouest nous aide beaucoup à canaliser l'inspiration. Tu sais, quand on compose de la musique, tu te relis, tu t'identifies à la campagne, au paysage. Ça t'aide à écrire ta musique, à la jouer et à chanter tes chansons. Et c'est un sentiment très agréable que tu as grâce au pays. J'adore. J'adore, ouais, vraiment. Ce sont les bateaux traditionnels de Galway, Maureen? Oui, ça s'appelle les Galway Hookers. Et le nom de celui-ci est Crian Cladoch, qui veut dire le cœur du Claddagh. C'est là où nous sommes, Claddagh. Ça veut dire le rivage. Et c'est là où la Corrib River rencontre la baie de Galway et rejoint l'Atlantique. D'accord. Bon, il est 17h. Je dois aller retrouver Chris au pub, au Munrose. Ça te dit de venir? Allez, c'est parti. Mais vous allez tôt au pub en Irlande? C'est vendredi, ça va. On termine le travail plus tôt le vendredi soir et on va jouer quelques morceaux quoi qu'il arrive. Et on adore ça. Ah, c'est cool. Très bien. Ah, j'ai l'impression qu'on change de quartier, Maureen. On est un peu plus dans le quartier des pubs, là, non? Oui. Celui où on va, c'est le pub de Munrose. Il est très réputé pour la musique. La musique a déjà démarré. Voici les amis. Comment ça va? Donc voici Chris que tu connais, Jer, et voici Yvonne, ma belle-sœur. Ça va? C'est cool que tu sois venu. Là, on fait une répétition pour des nouveaux morceaux, donc si tu veux nous rejoindre, c'est avec un grand plaisir. Maureen? Ok, je sors mon violon et je me joins à eux. Je vais m'asseoir par là. À la tienne. À la tienne, Gary. Santé. Ismaël, ça va? Ah, ça va très très bien, c'est fantastique. Je suis tellement content que tu entendes notre musique et que tu vois nos danseurs. À la tienne, mon ami. À ta santé. À la tienne. D'où elle vient cette musique? D'où est-ce qu'elle tire ses origines? C'est celtique. Ça vient des Celtes qui venaient d'Europe centrale. Le premier camp celtique était dans le Tyrol, près des Alpes en Autriche. Les Celtes ont voyagé à travers beaucoup de pays. Ils ont laissé leur ADN dans beaucoup d'endroits. C'est peut-être pour ça que la musique et la danse irlandaise sont si populaires. Mais c'est vraiment intéressant. Et tu vois, j'ai réalisé quelque chose en voyant les jeunes danser. C'est que ce sont les mêmes pas que faisait Gene Kelly,
Fred Astaire. Tout à fait, parce que c'est la pierre angulaire. Les pas de danse irlandais peuvent devenir des pas de claquettes. Ils peuvent devenir du light dancing, tu sais, c'est comme le ballet. Donc le ballet aussi est influencé par la danse irlandaise. En fait, plein de danses ont reçu cette influence. C'est une merveilleuse source. Pour comprendre sur quoi repose l'identité profonde des Irlandais, il faut se rendre dans ce que l'on appelle ici des Gaeltacht, des régions où la communauté utilise l'irlandais, le gaélique, comme langue principale. Ces 120 000 irlandophones, à peine 3% de la population de l'île, y ont leurs écoles, leurs radios et leurs télévisions. Allez Ronan, monte, on y va. Donat, réalisateur pour la chaîne gaélique TGK, et son caméraman Ronan ont une séquence à tourner pour une série documentaire sur la place des Galway Hookers, les voiliers traditionnels du Gaeltacht du Connemara. Les Galway Hookers sont nés au Connemara. Ils servaient de transporteurs, de taxis. Ils transportaient la tourbe qui servait à chauffer Galway. Donc ils sont très importants pour la communauté. Ok Ronan, commence à tourner. Salut, est-ce que vous pouvez aller naviguer pour nous? Et après faire 1 ou 2 tours de la baie, ça nous fera plein d'images. Aujourd'hui, Donat s'intéresse à un bateau en particulier, celui de Michael. Un petit bijou qu'il a fabriqué lui-même pour participer aux courses de Galway Hookers, de plus en plus populaires sur cette côte. Ok Ronan, il y a un joli plan à faire avec le bateau de côté. Sans ces bateaux, le Connemara et sa population n'existeraient pas ou ne seraient pas aussi fortes. Parce qu'ici, au Connemara, on est sur des péninsules et des îles. Permission de monter à bord. Presque éteints dans les années 70, les Galway Hookers sont de nouveau à la mode. Aujourd'hui, ils sont une cinquantaine et l'arrivée d'un petit nouveau dans la flotte est un événement important pour la communauté. Je vais te demander pourquoi tu as construit ce bateau. Ce qui t'a vraiment motivé. Oui. Avec le retour de ces bateaux, c'est tout un pan de la culture gaélique qui reprend vigueur. C'est aussi le cas dans le domaine de la musique et des chants. Quand tu navigues, tu passes ton temps à te chanter des chansons dans ta tête. Il y a un style de chant appelé Sin Nos, ce qui veut dire à l'ancienne. Et dans les années 60, il y a eu une influence folk sur nos chansons. Et alors il y a eu 10 000 chansons écrites sur les voiliers et les Galway Hookers en irlandais, dont une qui fait... En Irlande, on ne dit pas qu'on chante une chanson, mais qu'on raconte une chanson. Dans le village de Doolin, le renouveau de la culture irlandaise a pris ses aises, à tel point que certains l'ont rebaptisé la Nouvelle-Orléans irlandaise. Un lieu de référence pour les musiciens folk de l'île qui s'y retrouvent pour des sessions. Une session, c'est quand des amis se regroupent pour jouer de la musique traditionnelle irlandaise. C'est une conversation entre plusieurs personnes en même temps qui passent par les instruments. Le mot folk, pour nous, c'est la musique populaire. C'est vraiment de la musique vivante. C'est la musique de tous les jours. Comme vous voyez, il y a des gens de toutes les générations et c'est de la musique qui se partage. Caroline et Tom sont jeunes mariés et passionnés de musique irlandaise. Français par sa mère et irlandais par son père, Tom se souvient très bien de la première fois qu'il a mis les pieds dans ce village. J'ai débarqué ici, moi j'avais 16 ans, et je me rappelle très bien, je restais chez un ami à mon père qui habitait un petit peu plus haut là, et qui m'avait dit si tu veux vraiment jouer de la musique, il faut que tu viennes à Doolin, il faut que tu viennes voir. Et j'ai débarqué avec mon pipe, ça à l'âge de 16 ans, je suis arrivé, le bus m'a posé juste ici. Et on allait boire un coup à O'Connor's et il y avait une session, un bœuf qui commençait.
Et là, j'étais accro, quoi. Tout de suite, j'ai fait ouais, ok. 16 ans plus tard, il est devenu l'un des artistes de référence en Irlande pour le Uilleann Pipe, un instrument qui occupe une place bien particulière dans la culture irlandaise. À l'époque de l'occupation anglaise, la pratique des instruments gaéliques était interdite sous peine de mort. Des luthiers insoumis modifièrent alors l'imposante cornemuse de l'époque pour créer cette cornemuse à soufflet, plus discrète et aux sonorités plus douces, pour jouer à l'abri des regards. Uilleann, ça veut dire coude, c'est la cornemuse à coude, puisque j'utilise un soufflet pour faire rentrer l'air dans la poche, et j'utilise pas donc ma bouche. Et l'air passe dans la poche et va directement à ce qu'on appelle le chanter, où je joue la mélodie. Loin de n'être qu'un simple folklore, les traditions irlandaises sont bien présentes dans la vie quotidienne de la côte ouest. Il y a quelque chose dans le paysage, dans la vue, dans le décor, où on ressent l'esprit de la musique, l'esprit des chansons et l'esprit du langage. Les gens qui ne sont pas partis vers les grandes villes et qui sont restés ici ont gardé la langue, ils ont gardé les arts et nos anciennes traditions vivantes. Une culture à part qui continue d'exister grâce aux écrivains, aux musiciens et aux marins de l'île. Waouh, mais c'est magnifique, là j'ai vraiment l'impression d'entrer dans le Connemara. Ils sont sur la route, les moutons. Il y en a partout. Incroyable. Soyez le bienvenu. Je vous installe pour le petit déjeuner. Ouais, ok. La salle à manger est par ici. Allez, je vous suis. Thank you very much. Merci beaucoup. Ah oui. Alors vous avez des saucisses, des œufs, du bacon, du boudin noir, du boudin blanc et puis un peu de légumes. Ah oui, on a quand même des légumes. J'attaque les saucisses. Salut Ismaël. John, ça va? Content de te rencontrer. Ça va bien? Ça va très bien. C'est parfait. Tu veux un peu de café? Non, merci, j'en ai pris un, merci beaucoup. Le Irish Breakfast, John, j'imagine que c'était le petit déjeuner traditionnel pour les gens qui travaillaient la terre. Oui, quand tu vas avoir une longue journée de travail, il faut prendre des forces le matin. Les fermiers adoraient ce petit déjeuner, c'est certain. Aujourd'hui, les gens sont plus attentifs à leur santé, donc ils ne mangent plus ça tous les jours. Seulement 1 ou 2 fois par semaine. Moi, je suis content de te rencontrer. Je voulais visiter Kylemore Abbey, qui est quand même l'un des lieux touristiques les plus importants d'Irlande. Et quand je me suis renseigné, on m'a dit mais le meilleur guide, c'est John, c'est l'enfant du coin. Oui, c'est vrai, je suis né ici. Et j'ai une ferme bio un peu plus loin. J'élève des bœufs, des agneaux et des volailles. Nous cuisinons ma viande à Kylemore Abbey, donc de la ferme à l'assiette. Si tu veux, je peux te montrer Kylemore Abbey. Avec grand plaisir. Puis t'as vu, j'ai tout fini. Let's go. Bravo, c'est parti. Les paysages du Connemara, quand même, c'est très impressionnant, je trouve. Il y a une ambiance très puissante. On sent qu'il y a des énergies ici qui se dégagent. On s'attend à voir surgir un animal médiéval de n'importe où. Ah le monstre du Connemara. Et de quoi vivent les gens dans le Connemara? La plupart des gens ont 2 métiers. Le tourisme est clairement important, l'agriculture aussi. Il y a beaucoup d'écoles, donc il y a beaucoup de professeurs. Quand tu vis ici, tu fais comme tu peux pour y rester.
On se plaint un peu de la météo, mais on ne veut pas partir d'ici. Et voici Kylemore Abbey. Qu'est-ce que c'est beau! Combien de personnes visitent Kylemore Abbey chaque jour? Environ 2500 personnes par jour en haute saison. Ça nous fait du travail en cuisine. Ah, je suis content. Je l'avais en tête cette image, tu vois. Ça me fait vraiment plaisir. Checked. Check, oui. Et maintenant, tu vas aller à l'intérieur, c'est encore mieux. Allez, c'est parti. Il est vraiment magnifique ce bâtiment, hein, John. Il te plaît? Ah oui, vraiment. C'est l'un des plus beaux endroits du pays. Un jour, j'étais en vacances en Asie et je suis tombé sur une photo d'ici. Ah oui, mais c'est vrai qu'il surgit comme ça au milieu de ces lacs. C'est vraiment très étonnant, quoi. Et alors, comment est-ce qu'il a été construit ici, ce château? Pourquoi là, précisément? C'est Monsieur Mitchell Henry, un Anglais d'une famille fortunée qui est venu en voyage de noces en Irlande. Sa femme, Margaret, et lui ont adoré le Connemara. Ils ont aimé cet endroit et ils ont acheté 400 hectares à Kylemore. C'était en 1857, je crois. Il a donc fait construire ce château, les jardins et tout le reste pour sa femme. Tout ça par amour, alors? Par amour, oui. Les amours du Connemara sont très solides. J'imagine. C'est chaleureux ici, hein? Voici le salon. C'est ici que les femmes venaient se reposer après le dîner. Elles s'asseyaient ici, prenaient le thé avec quelques douceurs. Elles discutaient de choses et d'autres. Les hommes restaient dans la salle à manger. Comment s'appelait la femme d'Henry Mitchell? Margaret. J'ai l'impression que Margaret et ses amis ne sont pas loin. Voici la salle à manger. Et toute la vaisselle qui est là, les assiettes, ce sont des pièces d'époque? Oui, de l'époque victorienne. Toi, en tant que chef, ça doit te parler un endroit comme ça, hein? Bien sûr. Côté cuisine, ils essayaient de montrer qu'ils avaient des mets du monde entier. C'est pour cette raison qu'ils faisaient pousser des ananas et des melons dans leur jardin. Ils avaient des saumons sauvages dans les lacs, des truites. Ils chassaient des cerfs sur leurs terres, des faisans, des canards. Ils servaient 9 ou 10 plats pour montrer leur niveau d'éducation et montrer leur richesse. Il faut absolument que tu vois le plus beau jardin de l'ouest de l'Irlande. On va cueillir des légumes pour te cuisiner quelque chose. Et on va manger dans ces belles assiettes et tout ça? Non. Ok, c'est clair au moins. Nous voici dans le jardin clos victorien. On y trouve beaucoup de plantes de cette époque. Il est très difficile à entretenir dans ce climat assez dur. Tu peux voir la différence avec la nature à l'extérieur des murs. Le Connemara est assez sauvage et brut, et ici tout est manucuré et parfait. Deux mondes qui se côtoient. C'est vrai. Bonjour Enya. Bonjour John. Comment ça va aujourd'hui? Bien, je profite du soleil. Oui, c'est agréable. Qu'est-ce que tu ramasses? Je récolte de l'ail en ce moment. Super, je peux en avoir? Bien sûr. Bonjour, moi c'est Ismaël, enchanté. Et moi, Anya. C'est pas difficile, Anya, de cultiver des légumes ici, parce que j'imagine qu'avec ce climat, tout ne pousse pas dans le Connemara. Non, ce n'est probablement pas le jardin le plus facile pour faire pousser des légumes, mais on s'en sort pas trop mal. Cette année était particulière. Le printemps était très froid. Il a fallu plus de temps pour que l'ail pousse, mais le résultat est pas mal. Ce qui rend notre jardin unique en Irlande, c'est qu'on n'utilise que d'anciennes variétés de plantes. Et comment toutes ces variétés sont arrivées ici, dans ce jardin? À l'époque victorienne, il y avait des chasseurs de plantes qui voyageaient à travers le monde pour apporter des graines. On ne trouve plus ça dans les magasins, donc c'est un challenge supplémentaire. Qu'est-ce qu'on peut récolter d'autre? J'aimerais bien des carottes, tu en as? Oui, tu as de la chance, elles sont juste là. On va t'aider, Anya. Parfait, c'est par là. Voilà.
Elles doivent être assez grosses maintenant. J'ai l'impression. Celle-ci te semble bien? Oui, elle est belle. Merci. De rien. Oui, elle est lourde. Celle-ci est encore plus grosse. J'avais jamais vu des carottes aussi énormes. On doit en prendre encore ou pas? Non, ça devrait aller. Très bien. Ouais, on peut nourrir tout le Connemara avec ça. Et c'est quoi, au fond, un jardin victorien, Anya? C'est un jardin très entretenu. La pelouse et les allées sont taillées à la main chaque semaine. On y trouve beaucoup de fleurs exotiques et colorées. Et il faut essayer de faire pousser ça ici, au milieu de nulle part. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à voir des arbres comme ça en plein milieu du Connemara, par exemple. Oui, et celui-là vient de Nouvelle-Zélande. Bon, assez parlé. On va en cuisine préparer quelque chose? Ok, chef. C'est le chef. Hein. Allez, c'est parti. Bonne chance en cuisine. À bientôt. Au revoir. Viens en cuisine, on va faire un carrot cake. Voilà. Donc, on prend nos carottes du jardin, on retire ça. Tu veux bien l'éplucher? Yes. Parfait. Tu bosses bien? Voilà. Je casse les œufs. Je suis pas un très grand cuisinier, mais quand même. On ajoute des noix et des fruits secs dans notre mélange. Et on va râper notre carotte dessus. Et le carrot cake, c'est un dessert que vous aimez bien, les gens du Connemara? Les gens aiment ce gâteau, même si ce n'est pas une tradition du Connemara. On le mange surtout à l'automne et en hiver. Tu peux tenir ça? De la farine, de la levure. Ok. Tu veux bien mélanger? Allez, ça marche. Délicatement. Ça m'a l'air bien. Ok. C'est pour retirer les bulles d'air. C'est une recette faite pour moi, ça, c'est très simple. Hop là. Allez. Et voilà. Parfait. Maintenant, on le laisse cuire 55 minutes. Voilà pour toi. Merci beaucoup. Il est appétissant. Cheers. Et je crois qu'il n'y a pas une meilleure ambiance pour manger un carrot cake. Je parie que tu n'as jamais mangé de gâteau à la carotte devant un château. Ah non, vraiment jamais. Parce que c'est bon. C'est bon? Il y a un côté un peu pain d'épices, je trouve, dans le gâteau. La crème est très sucrée, c'est délicieux. Du fromage blanc et du sucre. C'est très très bon. Toi, John, tu as grandi dans le Connemara et tu te serais vu vivre ailleurs? Pourquoi aller vivre ailleurs? J'ai voyagé dans de nombreux pays pour apprendre mon métier de chef. Je suis toujours revenu dans le Connemara. Les gens sont très sympas, les paysages sont magnifiques. C'est chez moi. John, je te remercie beaucoup parce que franchement, découvrir cet endroit avec toi, ce petit goûter devant ce château, c'est juste parfait. Je suis content que ça t'ait plu. Et mange un peu parce que sinon je vais finir tout le gâteau, moi. Posés au bord des innombrables lacs du Connemara, d'autres châteaux, comme le Ashford Castle, ont été transformés en palaces et font vivre les villages voisins. Comme tous les jours, TG fait le déplacement pour apporter des fleurs au château. Et une fois par semaine, il s'occupe d'une décoration spéciale. La confection d'un bouquet géant de 80 roses dans l'un des salons du château. Je le fais depuis 2013, depuis 7 ans, toutes les semaines. Ça fait 750 fois. Ça fait beaucoup de roses. Comme d'habitude, le bouquet est parfait. Depuis sa création, il y a 800 ans, le château a connu plusieurs vies avant de devenir la propriété de la famille Guinness au XIXe siècle, puis cet hôtel de prestige dans la deuxième moitié du XXe siècle.
le souci du détail est essentiel. Et c'est un employé français, Tristan, qui est en charge de la tournée d'inspection. Donc ici, on est dans la Connaught Room. Donc on est dans l'ancienne salle de dîner et de déjeuner de la famille Guinness. Et donc cette salle est vraiment restaurée comme à l'original de la famille Guinness, comme ils l'ont designé en 1852. Du matin au soir, Tristan parcourt des kilomètres de couloirs qui sont repeints en permanence, visite chaque recoin du château, inspecte chacune des 83 suites préparées aux petits soins. On est à peu près 420 sur la propriété, donc c'est énormément d'employés. Et on est chacun les petites mains pour faire en sorte de faire plaisir aux clients, tout simplement. Venir au Ashford Castle, c'est rentrer dans un autre monde. Et y dormir, compter au moins 700 € la nuit, c'est basculer dans une autre dimension. Le domaine de 140 hectares qui entoure le château abrite aussi de curieux pensionnaires. Voici Fova, c'est une buste de Harris, elle a 12 ans. Inca, c'est une buste d'Harris d'Amérique du Sud. Et voilà Sora, le frère de Fova, qui adore manger mes doigts. Tous les jours, les oiseaux de la plus ancienne école de fauconnerie d'Irlande ont droit à leur petite promenade. C'est important pour eux de faire de l'exercice, pour rester en forme et pour pouvoir voler avec nos invités. Des sorties qui profitent autant aux oiseaux qu'aux fauconniers. Avoir un château comme celui-là, et toute l'histoire qu'il a avec les villages autour, et quand vous voyez ce lac qui est le plus grand que nous avons en République d'Irlande, c'est juste un endroit magique. Ce château n'est pas la seule maison prestigieuse du Connemara à enseigner les traditions anciennes, comme la fauconnerie. Près d'une des rivières les plus poissonneuses du pays, le Delphi Lodge est connu pour être un des hauts lieux de la pêche au saumon. Depuis 1830, des pêcheurs viennent du monde entier pour apprendre ici l'art de la pêche à la mouche. Aujourd'hui, c'est Heather, une Américaine, qui va découvrir les trucs et astuces de Teddy, le guide du lodge. Bon, Heather, parlons un peu des mouches pour saumon, ok? Oui, volontiers. Alors, garde à l'esprit que les meilleures couleurs pour le saumon sont orange, jaune et noir. Celle-là est une bonne mouche pour une journée comme aujourd'hui. Savoir quelle mouche utiliser, c'est bien. Maintenant, il faut apprendre à la poser devant le poisson. La position que l'on recherche ici, quand tu relèves ta canne, c'est un peu comme si tu prenais un appel téléphonique, hein, avec ta main droite. Tu la relèves et tu la ramènes à ton oreille. Ce que j'essaye d'expliquer à Heather, c'est la différence entre un équipement pour saumon et un équipement pour les truites. Mon premier saumon atlantique doit venir de la rivière Delphi. Oui, et ce sera peut-être pour aujourd'hui. On va rejoindre la rivière et le bateau et voir si on peut attraper un saumon. Ça serait fantastique. Une fois sur l'eau, les poissons font leur apparition. Les choses s'annoncent plutôt bien. Bonjour. Bonjour, grand saumon. On va chercher ton frère. Reste à attendre un petit coup de pouce du destin. Indispensable selon Teddy. Quand j'ai eu 12 ou 13 ans, j'ai pêché mon premier saumon atlantique. Mais il a fallu que j'attende 5 ans pour que j'attrape mon deuxième. Au bout de 2 heures sans touche, Teddy propose de prendre un peu de recul. Bon, Heather, malheureusement, j'ai l'impression que les saumons ont pris leur après-midi. Pas de saumon ce soir, mais rien d'inquiétant. Depuis que cette institution existe, on sait que la chance peut tourner vite. Elle sera sûrement au rendez-vous demain. Bienvenue à bord.
Ça promet d'être un peu musclé quand même la traversée là. C'est un peu agité en effet. On a décidé hier de faire cette traversée. Il faisait grand beau. Mais ça va aller. C'est la vraie Irlande, telle que je la voyais dans les documentaires quand j'étais petit. Il y a une grosse houle qui vient de travers. C'est impressionnant. Ah là, j'ai l'impression d'avoir changé de monde. Merci, Captain. Bienvenue Ismaël, comment vas-tu? Fine and you, ça va très bien. Je vais très bien, merci. Ah, je suis content de te rencontrer ici. Hein. Moi aussi, tu es le bienvenu sur notre île. Et c'est toujours comme ça ici, la météo? Ah non, d'habitude ça ressemble plutôt à une île des tropiques, sauf aujourd'hui. J'ai pas de chance. La première chose qui m'a marqué en arrivant ici, c'est qu'on sent l'île, on sent le sel, les algues. Voilà, il y a une odeur très particulière avant de la voir. Ça sent les embruns en permanence, surtout quand on revient ici après un long moment d'absence. On a ces parfums d'eau salée ancrés en soi. C'est thérapeutique en quelque sorte. Et ce petit crachin est excellent pour la peau. Ah, tant mieux. Très bien. C'est parfait, alors c'est mieux que la crème de jour. Là-bas, tu peux voir le château, qui appartenait à Grace O'Malley, la reine des pirates de Clew Bay. C'est elle qui surveillait la côte. Wow. On impose ça, la reine des pirates. Oui, c'est très impressionnant. Et là, ce sont les moutons de mon père. Ah, ok. Wow. J'aime bien ce petit château qui surplombe la baie, là. C'est tout simple et c'est très spectaculaire. Grace O'Malley a vécu ici au début du XVIe siècle, mais on pense que le château a été construit un petit peu avant. Grace O'Malley récoltait les taxes des navires étrangers qui pêchaient au large de nos côtes, ce qui n'était pas forcément au goût des lords locaux. L'Irlande était alors sous le joug des Anglais. Les gens de ces îles ont toujours beaucoup bougé pour trouver du travail et vivre finalement. Nous avons grandi à Akil, sachant pertinemment que nous allions un jour devoir partir pour vivre la vie que nous avions choisie. Et tout simplement trouver du travail. Donc oui, ma famille et moi vivons dorénavant en Grande-Bretagne, tout près de Birmingham. Mais à chaque vacances et tous les étés, nous revenons à Akil Island. Nous aidons mes parents à la ferme, nous avons un centre de randonnée, des écuries. Nous essayons de vivre avec les saisons. Lorsqu'il y a beaucoup de touristes, nous sommes ici. Et lorsque c'est plus calme, nous rentrons en Angleterre. Le temps change vite ici hors là. Hein, et quand il pleut, ça rigole pas. Oui, c'est vrai. Alors je pense que nous allons faire comme la plupart des Français lorsqu'il pleut trop, se réfugier au pub. Ouais, super idée. Bravo, tu as gagné la course. Génial cet endroit. Bonjour. Hello. Bonjour. Bienvenue. Quel accueil. Wow, welcome to Lynott. Bienvenue au Lynott. Et voici Maura. Nice to meet you. Nice to meet you. Ravi de te rencontrer. J'adore cet endroit. Oh, yes. N'est-ce pas? C'est un pub très très ancien. Ma tante, quand elle était plus jeune, a donné un coup de main à Monsieur Lynott, l'ancien propriétaire. Aujourd'hui, elle a plus de 70 ans. Et elle m'a dit que depuis son époque, rien n'avait changé.
Ni les murs, ni la cheminée, ni le petit bar. Et comme tu peux le voir, il n'y a ni télévision, ni radio, ni téléphone. Juste des gens qui parlent entre eux. Et on trouve encore des endroits comme ça, à Dublin ou dans les grandes villes irlandaises? Non. Certains essaient d'imiter cette atmosphère, mais ils n'y arrivent pas. Il y a une atmosphère incroyable. Il y a des gueules, comme on dit, chez nous. Il y a cette odeur de bière fermentée qui fait vraiment pub. Et en même temps, ça sent le feu de cheminée. C'est l'endroit parfait pour se réfugier quand il pleut. Authentique. Ah ouais, vraiment. Vraiment. On va se réchauffer avec un Irish coffee. Allez, super idée. Ouais. Très très bonne idée. Et Maura fait d'excellents Irish coffee. Merci. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'Irish coffee? Du whisky, du café, du sucre et de la crème épaisse. Ok, donc encore quelque chose de très léger. Ça raconte bien mon voyage, ça. Oui, mais c'est très bon. Ça fait du bien d'être dans un endroit comme ça. Messieurs, vous êtes très courageux avec vos shorts. On a quitté Westport ce matin, il faisait déjà 17 degrés. Vraiment? Mais vous savez, nous avons notre propre climat à Akil. Ah, ça c'est sûr. Le pub, c'est vraiment le lieu où l'on se rencontre. C'est une tradition. On ne rentre pas dans ce genre d'endroit sans dire bonjour à tout le monde. C'est vraiment très convivial. Les gens viennent ici pour le lien social. Les Irlandais vont au pub, et pas nécessairement pour boire, mais avant tout pour être ensemble, voir des amis, jouer ou écouter de la musique, et s'amuser tout simplement. Merci. Merci Maura. Je vous en prie. Super, c'est beau et c'est chaud. C'est juste ce dont on avait besoin. Cheers. Santé. Ah bon, on va faire le tour du pub. Qu'est-ce que c'est bon ça? Tu aimes? Ah oui, vraiment. Il n'y a pas que le Irish Coffee qui réchauffe en Irlande. Il y a aussi la tourbe. À portée de pelle, les Irlandais utilisent depuis des millénaires ce combustible 100% naturel, constitué de végétaux décomposés et séchés. Ça tombe bien car pas un arbre ne peut pousser dans ce paysage de tourbières, dense et humide, qui recouvre 16% du territoire et qui donne parfois l'impression d'être sur une autre planète. Comment ça va? Bien. Michael Gibbons est un habitué d'Inishbofin, une petite île recouverte de tourbières où il passait ses vacances quand il était enfant. Ça faisait partie de notre vie quotidienne d'aller dans les tourbières, parler de la tourbe, brûler la tourbe, couper la tourbe, parler des gens qui coupent la tourbe. Les gens qui avaient grandi dans les tourbières étaient considérés comme le peuple de la tourbe. Quand on était à l'école, les gens qui venaient de cette zone, c'étaient les tourbeux, ce qui voulait dire être stupides et ignorants. L'enfant qui creusait la tourbe sur l'île est devenu un archéologue reconnu et s'est passionné pour cette matière organique composée de végétaux fossilisés. C'est une tourbière coupée à la main par une famille. On peut voir la surface de la tourbe et les différentes étapes de découpe. Chacune des strates représente entre 5 et 600 ans de tourbe fossilisée. C'est un exemple fantastique de la construction d'une tourbière sur des centaines d'années. 116 personnes vivent à Inishbofin. Il y a 400 ans, l'île comptait 15 fois plus d'habitants qu'aujourd'hui. Des Irlandais repoussés sur ces terres hostiles par l'envahisseur anglais et qui ont exercé une grosse pression sur cette ressource naturelle devenue très rare.
C'était très spécial ici, car les tourbières ont été extraites pour le chauffage jusqu'à son niveau d'origine. La tourbe est maintenant en train de révéler doucement le passé ancien de l'île. Donc on trouve d'anciens murs et des fermes primitives qui ont été révélées au fur et à mesure de la découpe. On a trouvé des outils, des haches et des pointes de flèches en bronze. Si pour Michael, les tourbières représentent un livre à ciel ouvert... Allez les amis, on y va. Pour d'autres Irlandais, les tourbières, c'est un super terrain de jeu. Voilà une des tourbières inondées. Il ne reste plus qu'à sauter et s'éclater. Vous êtes toujours enthousiaste? Allez, c'est parti. Le paradis pour s'éclabousser entre amis ou entre collègues, comme cette équipe commerciale d'une entreprise de Dublin qui a troqué le costume cravate contre une combinaison anti-boue. Elle est vraiment bien celle-là. C'est très cool. Oui, c'est très drôle. Jouer et se salir dans la boue, tu sais, c'est vraiment aller à l'encontre de nos traditions et de notre histoire. Grâce au climat local, 250 jours de pluie par an, ces tourbières abandonnées sont pleines d'eau toute l'année. Ce qui a donné l'idée de ce parcours du combattant qui, à certains endroits, fait carrément penser à un parc de loisirs en pleine nature. Nouvelle époque, nouvelle tendance. Avec ces courses et ces jeux de plus en plus populaires, plus personne n'a honte de faire partie du peuple de la tourbe. C'est beau! Tu es dans le plus beau coin de l'Irlande. Extraordinaire. Alors quand tu es ici, qu'est-ce que tu fais comme travail? Je savais que je voulais travailler avec les chevaux, depuis toujours. Du coup, ici à Achill, j'ai monté un centre équestre. Génial ça, donc ça veut dire qu'on va faire ça. Oui, plus tard. Voilà mon père qui est très occupé aujourd'hui. C'est ton père alors? Il sélectionne les agneaux pour leur viande. Salut papa. Bonjour. Voici Ismaël. Enchanté. Voilà nos moutons adorés. Toujours accompagné d'un bon chien comme lui, car les moutons courent vite. Ils sont trop rapides pour moi. Mon chien est indispensable. C'est génial. Quand j'ai vu ces moutons, moi, la première chose que je me suis dit, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont tous des cornes comme ça? Parce que quand les agneaux naissent, les renards rôdent autour. Ces moutons se défendent grâce à leurs cornes. Ce sont des battants. Ils peuvent vivre jusqu'à 12 ans ou même 15 ans. Wow, ok. Chaque année, les femelles donnent un agneau, parfois 2, ce qui est déjà pas mal. Mais ils vivent ici, près de la plage, toute l'année? Seulement l'été. En septembre-octobre, ils vont dans la montagne. Et ils y restent jusqu'à mi-mars. Ah oui, quand même. Donc ils passent tout l'hiver en haut de la montagne. Tout en haut, il fait froid, humide, boueux. Personne ne veut monter là-haut, donc ils sont tranquilles. Ils adorent ça, loin des humains. Et alors, quand vous sélectionnez la viande, là, où est-ce qu'elle part? Elle part dans des commerces ici, locaux? Comment ça se passe? Où est-ce qu'elle est vendue? L'une de mes filles a une boucherie et nous fournissons beaucoup de maisons d'hôtes et d'hôtels en fonction de leurs demandes. Donc ça veut dire que c'est un peu une aventure familiale aussi, tout ça. Ma maman et mes sœurs sont très impliquées. Chacun aide comme il peut. Et vous avez combien d'enfants alors? 10.
D'abord un garçon, et puis que des filles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais j'étais pas du genre à abandonner. Nous voulions un garçon. Et nous l'avons eu. Ah, vous devez être heureux d'être entouré de vos enfants. En tout cas, qu'une partie de vos enfants soit restée et que les autres continuent d'avoir cet attachement à l'île. Nous avons 17 ou 18 petits-enfants. Et ils viennent tous nous voir. Et les maris, leurs papas viennent aussi. Donc la famille s'agrandit de plus en plus. Il n'y a jamais de reste à table. Tout est mangé chez nous. J'espère que cette image-là de l'Irlande, elle subsistera et que les jeunes la perpétueront parce qu'elle est quand même magnifique. Maintenant, Ismaël, je vais t'emmener faire une balade à cheval. Eh oui, voilà. Bonjour. Je te présente Catherine. Enchantée, nice to meet you. Et voici Silver. C'est un poney du Connemara, choisi spécialement pour toi. Il ressemble beaucoup aux chevaux qu'on a en Camargue, dans le sud de la France. Oui, ils sont assez similaires. Ce sont des chevaux natifs comme les Camarguais. Ils sont très rustiques et robustes. Très agiles aussi et intelligents. Génial, c'est très bien pour moi ça, parce que je ne suis pas le roi de l'équitation, donc... Il va veiller sur toi. Salut Silver. Voici un village fantôme, Isma. Il est très ancien. Oh là là, magnifique. C'est un endroit que je connais par cœur. Quand j'étais petite, on jouait dans ces maisons. Les montagnes, la mer, les falaises, l'air frais. C'est très particulier. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce village pour qu'il tombe en ruine comme ça? Les gens qui ont construit ce village ont dû partir à cause de la famine. La récolte de pommes de terre n'a rien donné et c'était leur aliment principal. Ils habitaient près de la mer, donc on pourrait penser qu'ils pêchaient ou mangeaient autre chose. Mais s'ils pêchaient, ils devaient payer une taxe pour manger leurs poissons. Et ils n'avaient vraiment pas d'argent. Et s'ils ne payaient pas leur loyer aux propriétaires, ils étaient chassés de chez eux. Oh là là. Et cette famine, quand est-ce qu'elle a eu lieu? Les années les plus difficiles étaient de 1845 à 1847. Il y a eu beaucoup de morts, mais surtout beaucoup de gens qui ont émigré, principalement aux États-Unis. Mais peu importe où sont allés les Irlandais dans le monde, ils ont emporté leur bonne humeur avec eux. Notre réputation n'est plus à faire. On s'ennuie rarement quand on rencontre des Irlandais. C'est vrai. Je crois qu'on ne peut pas se couper de ses racines quand on a grandi dans un endroit comme celui-ci. Oui, absolument. C'est magnifique ici. Vraiment, je voulais te remercier parce que j'ai adoré découvrir la manière dont vous vivez ici, toi et ta famille. En même temps, ce qui me plaît beaucoup, c'est à chaque fois quand je voyage, c'est de découvrir la connexion qu'il y a entre les gens aujourd'hui et l'histoire de l'endroit où ils vivent. Et je trouve que tu incarnes vraiment bien ça. Avec plaisir. J'adore partager. Tous les samedis, une ferveur intense s'empare des villages irlandais. C'est le jour des matchs de hurling, un sport gaélique qui fait autant vibrer les joueurs sur le terrain que frissonner leur famille dans les tribunes. C'est très stressant. On a ça dans le sang. Mon neveu et mon beau-fils jouent aujourd'hui. Alors je crie et je fulmine. Il vaut mieux être en forme
et surtout bien solide pour jouer ce mélange de hockey sur gazon et de rugby. Si la balle est envoyée entre les deux poteaux, ça rapporte un point. Et si elle est envoyée dans les buts, c'est 3 points. Plus populaire que le football et uniquement joué par des amateurs, le hurling, c'est le sport numéro 1 en Irlande. Mais pour y jouer, il faut accepter une règle sacrée. Tu ne peux jouer qu'avec l'équipe de là d'où tu viens, de ton quartier. C'est ça qui est spécial. Tu ne peux pas changer de club, tu es collé à ce club, c'est ta maison. C'est ça la beauté du hurling. Un jeu qui se joue entre villages donc, et où on peut régler sportivement les vieilles querelles de clochers. Pour espérer gagner, il faut être rapide et surtout agile. Les joueurs doivent être équipés d'une bonne crosse, le hurley, qui se fabrique dans des petits ateliers maison à proximité des clubs. Comme celui de Brendan. Il faut environ 20 minutes du début à la fin pour fabriquer un hurley. Ça dépend si je l'ai préparé avant. Ce qu'on cherche dans une bonne planche de hêtre, c'est une belle ligne droite au niveau du futur manche et une bonne orientation du bois à la base du hurley. Ça, c'est un bon bois, en bonne santé. Ça va faire un bon hurley. Chaque année, ce passionné fabrique plus de 2000 hurleys. Un travail sur mesure, testé avec ses clients des villages alentours immédiatement après la fabrication. Qu'est-ce que tu penses du hurley, Tom? J'aime bien son poids. Il pèse toujours le même poids? En ce moment, les joueurs les préfèrent les plus légers possibles. La première chose qu'on apprend, c'est comment lever la balle. Il y a 2 façons de lever la balle. Le roulement, comme ça, et il y a aussi en la levant du sol, comme ça. Des techniques qui ne datent pas d'hier, puisque les Celtes pratiquaient déjà le hurling il y a 2000 ans. À l'époque, c'était un moyen de jouer tout en s'entraînant au combat. Une histoire qu'on peut apprendre sur les bancs de l'école. Ici, sur cette île, dans cette culture, les sports gaéliques veulent dire beaucoup, beaucoup plus qu'un simple jeu ou un sport. Un sport qu'on peut essayer quelques heures grâce à Experience Gaelic Games, un club ouvert à tous les étrangers qui veulent se plonger à fond dans cet univers bien particulier. Comme ce groupe d'étudiants danois de passage sur l'île. Je trouve ça excitant d'aller jouer. Mais je suis aussi anxieuse de me casser quelque chose. Les garçons, ils me font peur. Je crois qu'ils sont beaucoup plus violents que nous, les filles. Vous connaissez la danse irlandaise? La base, c'est 1, 2, 3. Donc pour être bon en hurling, il faut être un bon danseur. Avec 2000 clubs en activité sur l'île, le hurling a traversé les âges sans prendre une ride. Un héritage puissant qui représente bien la force de caractère des Irlandais. C'est parti. 3, 4.
crois que définitivement la flûte irlandaise c'est pas mon truc, mais bon, je me suis bien entraîné, j'ai tout tenté pour que ça marche, mais je crois que c'est vraiment raté. Je m'excuse d'ailleurs auprès de tous les fans de Michel Sardou. Allez les amis, je voulais terminer ce voyage en repassant par le Connemara et ces lacs absolument superbes. C'est l'un des décors qui m'a très sincèrement le plus touché pendant ce voyage. Vous le savez d'ailleurs, j'étais venu en Irlande pour essayer de comprendre comment la nature influe à la fois sur le caractère des gens, sur la façon de vivre. Et à ce niveau-là, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que je trouve que les gens ressemblent aux grands espaces dans lesquels ils habitent. Ils sont à la fois un petit peu rudes au départ, mais ceux qui m'ont accueilli, dès qu'on avait réussi à établir le contact, eh bien, m'ont donné beaucoup. Et puis il y a quelque chose qui m'a profondément impressionné, même fait un petit peu réfléchir pour ne rien vous cacher, c'est que j'ai découvert une forme de modernité qui tient ici au respect des traditions que s'approprient notamment les jeunes générations. Et franchement, c'est quelque chose de très beau de voir des personnes qui aiment autant leur identité, leur culture, ce qu'ils sont, ce qui les a fait, leur passé, et d'un autre côté qui restent très ouverts à tout ce qui vient de l'extérieur, aux gens de passage, aux voyageurs, en l'occurrence moi, bref, qui respectent à la fois leur identité et leur culture et qui en même temps sont ouverts sur le reste du monde. Si le verre de l'Irlande vous manque, vous le savez, il y a le replay pour revivre mes échappées belles. Et puis moi, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Je vais bientôt poster un petit tuto pour bien jouer de la flûte irlandaise. Il va falloir que je m'entraîne un petit peu, évidemment. Et sinon, on se retrouve pour de nouvelles aventures très prochainement, les amis, au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt!